A-t-on vraiment besoin d'en revenir encore et toujours à Anakin Skywalker et peut-on bâtir un épisode sur des clins d'œil? Évidemment, cet épisode 5 d'Ahsoka n'est pas que ça, mais il a peiné à me convaincre malgré quelques qualités qui semblent avoir emporté une bonne partie des fans, ce dont je suis ravi pour eux. Avis comme analyse dévoileront l'intrigue de cet épisode, donc ne regardez la vidéo qu'après avoir vu ce 5e chapitre d'Ahsoka. L'enjeu dramatique de l'épisode réside en surface sur la question de la survie d'Ahsoka à la suite de sa chute face à Baylan. Problème, tout le monde sait pertinemment qu'Ahsoka survivra bel et bien, et que si cette rencontre avec Anakin dans le monde entre les mondes est une épreuve, elle en sortira victorieuse. Et si on tente de s'enfoncer un peu sous la surface des choses, ce que fait Ahsoka, bien malgré elle pendant l'essentiel de l'épisode, apparemment, on comprend qu'on a un double enjeu assez différent de celui de la pure et simple survie de l'héroïne. En effet, il s'agit d'abord de régler son passé trouble d'amour et de haine envers son maître Anakin, mais aussi et en même temps de faire front à la question de son rapport personnel à la violence et, de manière apparentée, mais plus large, à cette éternelle question de l'équilibre. Et si on ressort des profondeurs marines ou autres et qu'on prend un peu de recul, tout cet épisode ressemble aussi à un véritable catalogue de clins d'œil et de fanservice, même si le terme est galvaudé, utilisé parfois à tort et à travers, il est ici appliqué très littéralement. Dave Filoni vient servir aux fans de ces séries animées, dont il fait sans doute lui-même un peu partie, je crois, une véritable collection de références qui s'étendent bien entendu au film, comme cet appareil que Hera Syndulla utilise pour tenter de repérer Ahsoka, appareil qui est le même que celui utilisé par Han Solo cherchant Luke dans la tempête de neige de la planète Hoth de l'Empire contre-attaque bien sûr. Alors oui, pour habiller tout cela et faire passer la pilule sur une intrigue qui n'avance quasiment pas, alors que la saison ne dispose que de 8 épisodes pour raconter son histoire, l'épisode se part le plus clairement possible des atours du tournant dans l'évolution de son personnage principal. On passe d'Ahsoka la grise, en proie au doute et en perpétuelle fuite de son passé, à Ahsoka la blanche, toute auréolée d'une sérénité nouvelle, confiante dans la force et le destin qu'elle saura saisir de la bonne manière. Donc entre la vie et la mort, après sa chute, Ahsoka va devoir prouver qu'elle est digne de revenir, bien sûr, revenir transfigurée par ce baptême aussi littéral que figuré, cette rencontre avec le divin dont elle finit par percer puis embrasser le mystère caché entre les phrases sibyllines de son ancien maître. Anakin est-il Anakin ou juste une création de l'esprit d'Ahsoka? Tout est ouvert faute de confirmation, mais on peut émettre l'hypothèse selon laquelle il s'agissait bel et bien du monde entre les mondes. Univers dans lequel Anakin aurait fait sien le destin de l'élu devant rétablir l'équilibre de la force, prenant la place peut-être de la figure mystique du Père, l'un des 3 dieux de Mortis, vu dans Star Wars Rebels. Si Ahsoka a pu y entrer, c'est sans doute parce qu'elle est tombée depuis un site bien particulier, ce cercle de pierre levé, avec une étroite relation à la force, et où la limite entre le monde physique et le monde entre les mondes est a priori plus mince. Le chemin spirituel que doit comprendre et mener Ahsoka dans les visions qui se succèdent fait directement écho aux accusations de Baylan Skoll durant leur affrontement. Ahsoka n'est qu'une pièce, ne serait qu'une pièce dans une tradition de violence, une pièce d'autant plus douteuse qu'elle a été entraînée par Anakin lui-même. Elle devra donc à la fois accepter la nécessité de se battre, de ne pas baisser les bras, comme celle de refuser d'être emportée et transformée par la rage du combat, cédant ainsi à la violence inhérente à chacun. Trouver l'équilibre, accepter la dureté du monde tout en parvenant à conserver la maîtrise d'elle-même via l'importance qu'elle accorde à tout ce qu'elle ne maîtrise pas, comme les choix de son mentor par exemple. Visuellement, l'épisode est à la fois intéressant et cheap, un mélange, ma foi, assez étonnant. On a des idées correctes largement pour jouer sur l'éternelle ambivalence entre Anakin et Darth Vader, mais dans le même temps, la tentative de représenter 2 batailles en live action pour de simples visions oblige sans doute au recours de moult fumées cache-misère. Ceci dit, on peut aussi trouver une forme de grâce expressionniste presque dans ce rendu légèrement naïf, éthéré et coloré de scènes de guerre. Le capitaine Rex fait une apparition pour faire plaisir, bien sûr, tout comme les escadrons de Darth Maul dans la bataille de Mandalore. Le rajeunissement numérique d'Hayden Christensen fonctionne bien et plusieurs moments semblent tout droit tirés des séries animées, comme ses postures avec les bras croisés et même la chorégraphie de combat de la jeune Ahsoka sur Mandalore. La présence de Jacen, le fils d'Hera, s'explique dans son rôle de premier détecteur d'une réalité cachée grâce à son lien à la Force, bien sûr, via son père,
Kanan Jarrus. Dommage, je trouve, de toujours devoir marteler l'évidence dans Star Wars quand vous avez déjà entendu les bruits des sabres laser dans les vagues qui se fracassent sur la falaise. Peut-être que, comme moi, vous êtes un petit peu blasé de voir Jacen, alias Captain Obvious, le souligner une minute plus tard. Mais bon. Et si la lumière du pouvoir de Valinor explique la blancheur de Gandalf revenu de son combat métaphysique contre le Balrog, mené des profondeurs de la Terre jusqu'à ses sommets, on se demande bien ce qui explique la présence de vêtements à la teinte si virginale dans la garde-robe d'Ahsoka. Alors peut-être, allez savoir que Huyang, le droïde plurimillénaire, est aussi un couturier émérite et propose même un programme express blancheur. Comme certains l'avaient apparemment deviné dans les commentaires, Ahsoka use du pouvoir de psychométrie pour ressentir les événements liés à un objet, en l'occurrence cette carte sphérique qui a été coupée en deux par Baylan Skoll. Et encore une fois, ce que je regrette dans la construction narrative de l'épisode, c'est qu'on ne fait que suivre les personnages dans la découverte de ce qu'on sait déjà. Car oui, on sait déjà qu'Ahsoka survivra, c'est littéralement sa série, et oui, on sait déjà que Sabine est partie avec Baylan pour retrouver Ezra, merci pour le suspense de fou et les découvertes ébouriffantes. Du côté de la flotte de la Nouvelle République, on joue au con et on gagne apparemment, puisque la flotte n'avait ni le temps ni les moyens, rappelez-vous, pour une mission, mais quand une générale part avec quelques vaisseaux, on peut par contre envoyer 3 gros navires stellaires avec je ne sais combien d'équipages pour venir lui tirer ses oreilles vertes. Pas de surprise non plus sur le moyen trouvé pour suivre la piste des vilains partis chercher Papa Thrawn, ce sera voyage au cœur de la bête avec une pourguile géante qui gobe le fulcrum comme une hostie. On pourra penser à Pinocchio ou à Jonas de la Bible, une question de confiance en le dessein divin, à n'en pas douter. Quoi qu'il en soit, rien ne change depuis les temps immémoriaux de Rocky IV, les gentils utilisent la nature pour réussir et les méchants la technologie. Voilà une vision des choses très tolkienienne d'une certaine façon. Et quant à ce fameux Shadow Master, maître de l'ombre Anakin, il était parfaitement logique de le revoir dans une série Ahsoka car il est un élément essentiel de sa vie, en bien comme en mal, une pièce maîtresse de son passé et de l'orientation de son destin, en modèle comme en rejet. Ceci étant posé de manière plus générale pour l'avenir de Star Wars, je pense qu'il est temps d'aller de l'avant. On a beaucoup exploré causes et conséquences des actions de la lignée Skywalker, mais je pense que l'univers est vaste et qu'il y a autre chose à découvrir. Il ne reste maintenant que 3 épisodes pour aborder la question de Thrawn et d'Ezra. À n'en pas douter, on finira sur une ouverture vers les saisons d'autres séries à venir et le final, transitoire peut-être, du film de Dave Filoni lui-même qui unira les personnages d'Ahsoka, du Mandalorien et du livre de Boba Fett. Un film qui sortira peut-être en décembre 2026 et qui aurait l'amiral Thrawn comme antagoniste, même si j'imagine bien qu'il ne serait pas le seul, ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, j'espère que l'épisode 6 renouera avec une meilleure progression de l'intrigue et des découvertes autour des personnages prometteurs introduits par cette série, ou encore en revisitant de façon intelligente les personnages qu'on s'attend à revoir. Abonnez-vous à la chaîne, sinon je vous bute. Oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite menace et celle-ci, je la trouve assez sympa. Et puis aussi, abonnez-vous si vous voulez survivre à ma chaîne secondaire Captain Jeu de Rôle, si vous avez le bon goût d'aimer le jeu de rôle de qualité fermière. On se retrouve au plus tard en fin de semaine pour l'épisode 5 de La Roue du Temps, que je vous encourage encore et toujours à découvrir ou réévaluer, car les efforts déployés notamment pour la saison 2 le méritent. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!